N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Madame, Monsieur, bonjour, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ce matin. Taxi Presse de ce lundi 29 octobre, c'est avec Sylvestre Béni, le patron du journal La Manchette, Gérard Rouissan, le patron du journal Le Sika, et l'homme anti-Sogbe, la Nouvelle Tribune, et Jacques Diakouti, éditorialiste. Ensemble, nous reviendrons sur les grands sujets de l'actualité. Naturellement, nous parlerons politique. C'est fini pour l'opération de recensement dans les deux zones. Et il se passe quoi maintenant? Nous nous interrogerons sur ce sujet. Nous parlerons également de la situation trouble dans la ville de Sokodé. Depuis hier, plusieurs informations font état de grabuges dans plusieurs quartiers à Sokodé. Sokodé, une nouvelle fois bousculé. Sokodé, une nouvelle fois en état de siège. On s'interrogera sur le sujet et on analysera tout cela avec mes confrères en studio. Bienvenue. Nous n'aimons pas le conformisme, mais des débats contradictoires pour la vie démocratique. Taxi FM, la radio géniale. Merci de nous écouter à Lomé et à Tchévier sur la 93.1 FM. Bonjour Gérard Rouissan. Bonjour Eric, bonjour aux confrères Sylvestre et bonjour à tous les auditeurs. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour Sylvestre. Oui, bonjour Eric et bonjour à tous ceux qui nous suivent. On sera rejoint tout à l'heure en studio par Jacques Diakouti et l'homme Atisobé. Mais je voudrais avoir votre avis sur cette situation. C'est pas la première fois qu'on en parle. Vous savez, le cas du Gabon est sur les réseaux sociaux. Ali Bongo qui a pris un coup de fatigue selon la version officielle telle que balancée par les services de la présidence gabonaise. Ali Bongo, fatigué, hospitalisé à Riyad. Ali Bongo, fatigué, est bien transféré à Londres pour certains, aux États-Unis pour d'autres. Pourquoi est-ce que le chef d'État, finalement, y compris leur ministre, préfère-t-il se soigner à l'extérieur, à votre avis, Sylvestre? Non, je crois que la question en soi, on peut déjà trouver donc la réponse à... Je crois qu'aujourd'hui, en Afrique, nous avons tendance donc à privilégier tout ce qui vient donc de l'Occident. Et c'est le fait que nous ne prenons pas assez de recul pour avoir donc des hôpitaux de référence en Afrique. Et vous verrez que même au Togo, même si le chef d'État a une migraine, il doit quand même prendre rapidement l'avion et aller peut-être quelque part en France pour se faire soigner et tout. Donc c'est justement parce que nos hôpitaux sont des mouroirs et puis les dirigeants n'ont pas confiance. Et donc à ce que eux-mêmes, ils ont quand même établi ici comme hôpital. Donc à chaque fois, ils veulent quand même, dans le souci donc même de pérenniser le pouvoir et tout. Donc ils préfèrent aller là où ils ont confiance. Ils ont confiance qu'on peut quand même les guérir de leurs maux. Et puis, comme aussi, au niveau donc du personnel soignant, il n'y a pas assez de recyclage, donc ils n'ont pas tellement confiance aux médecins que nous avons. C'est pas une démission finalement. Non, on est dirigeant du pays, on ne met pas en place des structures en place pour soigner ceux qu'on est censé administrer. Et quand on a un petit peu peur, on s'envole. Oui, c'est ça tout le drame. Regardez Nelson Mandela. Nelson Mandela est resté dans son pays parce que au niveau donc de l'Afrique du Sud, ils ont quand même mis des moyens, ne serait-ce que pour avoir des hôpitaux de référence. Donc il est resté là dans son pays. Mais au Togo, que ce soit au Gabon, que ce soit au Cameroun, tout parce que ceux qui sont là, qui ont installé donc une autocratie, qui sont là et qui ne pensent qu'au pouvoir, pas aux populations, donc ils peinent donc à établir des hôpitaux de référence et à chaque fois quand il y a une petite migraine, quand ils ont mal aux dents, ils prennent l'avion pour aller se faire soigner en France. Voilà. Bonjour Jacques Diakouti. Bonjour Eric, bonjour aux auditeurs, aux auditrices. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. Gérard Rouissan, est-ce que ce n'est pas une honte que nos dirigeants continuent par se faire soigner à l'étranger pendant qu'ils évoquent toujours leur souveraineté ou la souveraineté de leur nation? Oui, mais une honte pour qui? Pour nous ou bien pour eux?
Moi, je pense qu'il n'y a pas de honte à vouloir sauver sa vie. Et si vous voyez tout ce qui se passe dans nos hôpitaux, vous n'allez pas quand même dire, moi j'ai honte de me soigner, de me faire soigner à l'extérieur, donc je me livre à ces gens-là. Non, ce serait une erreur grave. Moi aussi, si j'avais les moyens, c'est pas seulement les chefs d'État qui s'en vont se soigner à l'extérieur. Hein. Regardez tous ceux qui ont un peu de moyens, des DG, tout ça là, dès qu'ils ont un petit bobo, paf, ils s'en vont. Il y a même des particuliers. Ils ne se font pas soigner ici. Même moi, Gérard, si j'avais les moyens, si j'ai quelque chose, je m'en vais à l'extérieur. Donc le problème, moi je pense que le problème est multiple. D'abord, comme Sylvestre l'a dit, il y a le manque d'infrastructures hospitalières qui est là. Il y a le manque aussi de compétences. Parce qu'il faut dire quand même que les plus grands médecins, on ne les retrouve pas en Afrique. C'est des gens qui ont été formés à l'extérieur. Parce que pour être bien formé, il faut des structures de formation adéquate. Regardez ce qui se passe à l'université du Bénin actuellement, à l'université de Lomé. Ces jeunes-là conforment. Comment est-ce que vous voulez qu'ils soient compétents quand vous voyez les amphithéâtres où les chaises sont cassées, ils sont trop nombreux, il n'y a pas de matériel didactique, il n'y a rien. Mais quand même, dans ce lot, il y en aura beaucoup, bien presque tous qui vont sortir médecins. Alors, quelle qualité de médecin on a? Moi, je pense que le problème est là. Autre problème aussi est ce petit problème qu'on ne voit pas, la discrétion. Hein? La discrétion de nos médecins. Ici, quand vous êtes malade, vous vous rendez dans un centre hospitalier, pour peu que vous soyez un homme public, 5 minutes après, tout le monde sait de quoi vous souffrez, parce qu'on en parle partout. Et ça aussi, c'est gênant. Non, c'est un problème réel, le secret médical, que nous n'arrivons pas à garder chez nous. Mais on n'a jamais révélé de ce dont ils souffrent. Bon, parce qu'ils n'y vont pas, justement. S'ils allaient dans ces hôpitaux, vous allez voir quelques minutes après, celui-ci, il a telle maladie, lui, il souffre de ceci, il était venu chez nous. C'est comme ça. Donc, le secret médical n'est pas respecté. Donc, il y a tout un lot c'est une contingence, je sais pas, c'est un lot comment dire, de phénomènes de comportement, voilà, qui concourent à ce que les gens n'aiment pas se faire soigner ici. Et la dernière des choses aussi, selon moi, c'est le manque de rigueur de nos techniciens, de nos médecins, tout ce que nous faisons. Vous savez, les Européens, depuis l'enfance, depuis leur tendre enfance, quand ils sont tout petits, on leur apprend pas les moyens. Comment voulez-vous qu'ils soient rigoureux, Gérard? C'est pas une question de moyens. Il s'agit, quand moi je parle de rigueur. Regardez un Africain qui s'en va en vacances. Il revient, c'est peut-être pour acheter quelques portables et tout, mais il ne prend aucune note. Tel jour, j'ai fait ceci, tel jour, j'ai fait cela. Mais regardez le blanc. Il est méticuleux. Tout ce qu'il fait chaque jour, c'est noté. Tout est rigoureux. Tout est fait à la minute près. Prenez un mécanicien togolais. Ce n'est pas tous les blancs qui font ça. Hein. Ah, beaucoup. 90%. D'accord. Parce que c'est dans leur formation. Oui, mais bon, à moins qu'il ne soit vraiment un goujat, là, il sera laissé en marge de la société européenne. Il ne pourra pas s'intégrer. Quand on dit, par exemple, serrer la roue d'une voiture 4 fois, vous allez voir le mécanicien africain, il serre 2 ou 3 fois, et puis bon, il s'en va. Il y a 5 écrous là-bas, idiot, avec 2 aussi, ça peut marcher. Alors que le blanc qui a fabriqué, il en a mis 5. Justement, c'est ce manque de rigueur que nous avons, qui nous caractérise aussi, qui fait que nous formons des techniciens qui ont certes les diplômes, mais qui ne sont pas vraiment à la hauteur de la tâche parfois. Alors, je ne dis pas que c'est eux tous. D'accord, ce sujet, ce n'est pas la première fois qu'on l'évoque, hein, les chefs d'État qui préfèrent se soigner à l'extérieur. Avant, les Africains, ils vont tous en Occident, mais depuis quelque temps, je pense qu'il y a des hôpitaux de référence au Maroc, en Égypte, en Afrique du Sud, au Niger récemment aussi. Mais quand ça continue là, est-ce que ce n'est pas un vrai problème, Jacques? Bon, je ne suis pas d'accord en partie par rapport à ce que Gérard a dit, que parlant de la compétence, il y a des médecins compétents au Togo, il faut le reconnaître. S'il me parle d'infrastructure et de matériel, je suis d'accord. Mais quand on parle de la compétence, il y a des médecins qui sont compétents dans ce pays. Ils demandent peu d'espace pour s'appliquer. Et s'il me parlait du matériel et des infrastructures, là, je suis d'accord avec lui. Mais parlant de la compétence, nous avons quand même des médecins qui sont compétents. Ils sont formés où? Oui, même s'ils sont formés à l'extérieur. Vous savez, Gérard, pour avoir la meilleure qualité, on sait les écoles qu'il faut quand même fréquenter. On ne peut pas dire que les écoles que nous avons au Togo sont des écoles médiocres. Les écoles la forment. Et dans ces écoles-là sortent des d'imminentes personnalités, on connaît.
Et quand vous prenez aujourd'hui le Togo, il y a quand même, quand on vous parle par exemple, de certains lycées, quand on vous parle de certains CEG, quand on vous parle peut-être des écoles primaires, on sait que de ces écoles sont issues quand même des personnalités qu'on a beaucoup formées dans ce pays et qui sont quand même compétents. Hein. Donc je crois que si on me parle d'infrastructure, je suis d'accord. Quand on me parle également du matériel, ça, je suis d'accord. Mais la compétence, nous avons cette compétence ici au Togo. Et vous avez parlé tout à l'heure des chefs d'État qui vont se soigner. Vous savez, c'est aussi un réflexe. Hein. C'est un réflexe. Donc quand tous les jours on parle du matériel qui n'y a pas, par exemple, au niveau du CHU Sylvanus Olympio, qui n'y en a pas également au niveau du CHU, ne serait-ce que dans certains hôpitaux. Vous savez, lorsqu'on amène votre malade, les gens ont toujours le réflexe que dès qu'on amène le malade là-bas, le malade va mourir. Et quand un malade va là-bas déjà, même si à 90% ce malade devait être sauvé, à cause de ce qu'il a déjà, le réflexe qu'il a dans la tête qu'il va mourir, la maladie l'emporte. En fait, c'est ça, parce qu'on se dit, non, dès qu'on va par exemple au CHU Sylvanus Olympio, c'est un mouroir. Et bon, quand les gens y vont, bon, dans leur tête, bon, j'y vais, si je reviens, c'est bon, je ne reviens pas. Donc, ça, et puis, il faut que nous puissions également enlever ce réflexe-là de nos têtes. Et l'autre aspect également, il y a quand même des cliniques dans ce pays qui soignent également bien. Nous avons vu des personnalités. C'est vrai que ce n'est pas tout qu'il faut dévoiler sur les médias. Il y a des personnalités dans ce pays qui tombent malades, qui vont dans certaines cliniques, qui se soignent également dans ces cliniques. Et comme la Yark la dernière fois. J'étais dans une clinique où tu s'est soigné où? La clinique du pape Dieu ou bien quoi. Ah d'accord. Sur tous les réseaux donc sociaux. C'est vrai, moi, écartons la piste de la compétence, mais parlons plutôt du matériel. Vous avez parlé tout à l'heure. Dans certains pays, il y a des tests qui ont été votés disant que leurs ressortissants ne quitteraient pas ce pays pour aller se faire soigner à l'extérieur, à moins que ce soit des cas graves. Justement. Et donc, oui, c'est parce qu'ils ont le matériel. Parce que quand vous allez par exemple aujourd'hui au Niger, pour ceux qui ont la chance de visiter le Niger ces derniers jours, vous allez voir que l'hôpital de référence qu'ils ont actuellement au Niger n'a rien d'enviable par rapport à ce que nous voyons par exemple au Maroc. Même en Arabie Saoudite, là où le président gabonais Ali Bongo a séjourné. Non, c'est pour vous dire que aujourd'hui, si quand même les États prennent l'amabilité de pouvoir créer, par exemple, ces infrastructures, je ne pense pas qu'aucun citoyen ne puisse, par exemple, acheter un billet d'avion pour dire qu'il va aller se faire soigner, par exemple, aux États-Unis ou bien en France. Pour ceux qui ont fait la même expérience de se soigner aux États-Unis, mais c'est la croix et la bannière. Il faut que vous puissiez avoir des assurances, si vous n'avez pas l'assurance, pour pouvoir vous soigner. J'ai un ami qui a été là-bas, qui a une petite migraine, mais il a dû quitter pour revenir parce qu'il ne pouvait pas. Ah mais justement, il ne pouvait pas se soigner. Alors qu'ici en Afrique, dès que vous tombez malade, si vous avez par exemple une connaissance, que ce soit au CHU, Sylvanus Olympio ou bien dans des cliniques, vous appelez, ou bien si, vous savez, en Afrique, on aime toujours l'automédication, on peut aller dans une pharmacie, s'acheter un médicament, et puis bon, voilà, donc je crois que en Afrique, nous avons quand même des possibilités, mais comme je le répète encore, si nous avons effectivement les infrastructures, nous avons le matériel, on peut vraiment se soigner en Afrique ici. Et l'autre aspect, là où je voudrais un peu le rejoindre, voilà, c'est-à-dire que je voudrais, quand il parle par exemple de la compétence, c'est vrai, j'ai eu par exemple un oncle qui était malade. Vous savez, les gens ont dit dans ce pays, certains médecins, les analyses ont dit qu'il a la tuberculose. Ils ont dû l'interner au sein de ceux qui ont la tuberculose, mais à la fin, on a constaté que la toux continuait. Mais on a dit non, bon, on va l'amener, on va essayer également au Ghana pour voir ce qui se passe. On est allé au Ghana et c'est là qu'on découvre que l'oncle n'avait pas de tuberculose. Sans blague. Je vous dis, il a fait plus que 4 mois avec les tuberculeux. Il a eu une chance d'être contaminé. Je vous dis. Et tenez-vous bien, on est allé au Ghana, je vous dis, on nous a prescrit un médicament à hauteur de 600 francs CFA. 600 francs, je vous l'ai dit. Et quand il a pris ça, je vous dis, actuellement, il est là. Et quand il est revenu... Gérard, non, ça c'est pas la compétence, mais plutôt peut-être que c'est les appareils ou bien les machines qui prennent pour faire des analyses qui ne répondent pas. Voilà. C'est pas la compétence. En fait, c'est le matériel qui ne répond pas. Vous voyez, en fait, c'est ça aussi le problème. Il y a un autre aspect. Il y a une dame
Elle s'est levée la nuit, elle voulait faire pipi, elle s'est levée, elle a cogné son lit, elle est tombée. Et quand elle est allée, on a fait les analyses, on a dit non, qu'elle a cassé le bras. Oui, fracture. Fracture. Et ils ont mis le prat pendant presque 3 mois. Et un jour, comme ça, son fils a décidé, non, il faut que la vieille aille à Paris pour se faire soigner. Quand ils sont allés, il n'y a pas eu de fracture. La vieille avait... Oui, justement. Et finalement, elle a porté ce fardeau-là pendant 4 mois. Ouais, donc c'est pour vous dire, ce n'est pas la compétence, mais c'est les appareils, souvent qui ne répondent pas, qui voilà. Qui induisent finalement les médecins en erreur. Justement. Bonjour Elomati. Bonjour Eric. Est-ce que ça vous gêne aussi quand tout le temps on écoute les présidents africains qui vont se faire soigner en Europe et tout ça? Certains pour de simples coups de fatigue, comme le cas d'Ali Bongo. Oui. C'est ce qu'on nous fait croire jusqu'à ce matin. Oui, bon, c'est vrai que ce qui se passe au Gabon est quand même symptomatique. Hein. Ce week-end, hier, déjà, on a attaqué les sites web officiels. Oui. Tous les sites web officiels ont été attaqués dans la foulée de l'évacuation sanitaire d'Ali Bongo. Mais jusque-là, on ne dit rien par rapport à son état de santé. Et c'est quand même déplorable si, au XXIe siècle, Si, on a communiqué, on a parlé de coups de fatigue. Oh, vous savez, la santé des chefs d'État est tabou en Afrique. Personne ne vous dira qu'il est mort, sans avoir pris les dispositions, les précautions nécessaires. Et nous aussi, en tant que journalistes, vous savez, c'est difficile d'annoncer le décès d'un chef d'État si on ne procède pas à un certain nombre de recoupements, et de peur de semer la psychose au sein de la population, etc. Donc, ce week-end, les choses sont allées tellement vite. Maintenant, par rapport même à l'évacuation sanitaire des chefs d'État, c'est vrai que beaucoup partent à Paris. Hein. Récemment, Patrice Talon a eu le toupet lui-même de communiquer sur son évacuation sanitaire en disant qu'il souffre d'un début de prostate. Une première en Afrique, un président qui dit qu'il souffre de quelque chose de façon précise, qu'il a été opéré avec succès et que la première opération n'a pas réussi, que c'est la deuxième opération qui a réussi. Tout ça est contenu dans le communiqué. Moi, j'ai trouvé ça quand même bizarre. Et après, c'est quand même, comme je l'ai dit, c'est déplorable parce qu'au Ghana, je me rappelle au temps de John Jerry Rawlings, il y a l'hôpital militaire d'Accra où les présidents africains se soignaient. Au Maroc, par exemple, le roi a pris des dispositions pour qu'aucun officiel ne soit évacué en France pour des raisons de santé ou en Asie ou dans un autre pays d'Europe parce qu'il estime qu'au niveau du Maroc, il y a suffisamment d'équipements qui sont là pour pouvoir soigner les officiels et que le fait d'aller à l'extérieur pour se soigner n'oblige pas les autorités à pouvoir améliorer les conditions de santé chez eux au Maroc. Et donc, au Gabon, un pays qui a beaucoup de richesses, le pétrole, le bois, etc., mais qui, ma foi, a toutes les difficultés pour pouvoir s'en sortir. Vous voyez, là, récemment, lors d'une interview, d'un débat télévisé d'Ali Bongo, il a fallu faire appel à l'expertise extérieure pour pouvoir installer le plateau technique de la télévision nationale. Les journalistes sont venus d'ailleurs, le matériel est venu d'ailleurs, les questions sont préparées ailleurs. Lui n'était là que Julie, n'ont exploité jusque les locaux de la radio-télévision gabonaise pour faire l'émission. Donc tout était importé. Et donc voilà, et maintenant on nous dit que le président est parti se faire soigner à Riyad pour des raisons de fatigue. Tout le monde sait officiellement que si on est fatigué, c'est pas à Riyad qu'on va se soigner. Non, on reste chez soi et puis on dort un peu. Oui, donc à moins qu'on nous dise la fatigue dont il s'agit et que bon, on nous explique peut-être que ça n'existe pas dans le dictionnaire et qu'on puisse nous dire au niveau de la présidence gabonaise de quelle fatigue il s'agit jusqu'à ce qu'on dise que le président a été évacué en temps sur Londres, maintenant on parle de Riyad, etc., et que le roi se déplace. Si vous êtes fatigué et que le prince de l'Arabie Saoudite se déplace pour vous voir à l'hôpital juste pour une simple fatigue, c'est extraordinaire. Ah oui. Bon, ça me rappelle ça me rappelle un papier de Jeune Afrique sur la santé des chefs d'État en Afrique et comment se portent nos chefs d'État en Afrique. Et vous avez de long en large toute la perle de chefs d'État qui passent se soigner en Europe, en Occident, et ce qui remet en cause totalement le système de santé en Afrique. Aujourd'hui en Afrique, quand on vous parle de plateau technique en matière d'infrastructure de santé, c'est vide. À part le Maroc, la Tunisie, vous n'avez pas, bon, l'Afrique du Sud des fois, vous n'avez pas de... Parce que la première destination que les médecins recommandent, c'est le Maroc. Maintenant, ensuite, on parle de Tunisie. Bon, maintenant, le reste, on peut voir. Bon, maintenant, ça, c'est en Afrique. Donc, si vous prenez juste, c'est qu'en 4 États, on vous dit que en matière d'évacuation sanitaire, on vous prescrit le Maroc et la Tunisie, les pays du Maghreb, c'est qu'on a vraiment des soucis de santé. Je ne sais pas si Gérard avait ajouté quelque chose avant de donner la parole à Sylvie sur le sujet, parce qu'il y a beaucoup de réactions. Hein. Un auditeur, par exemple, évoque la question de compétences. Il dit, vous parlez de compétences, mais si ils sont bons, vos médecins, seulement les matériels sont du paléolithique. Nos dirigeants ont tout simplement démissionné. Le jour où cela sera interdit de se soigner à l'étranger, ils vont prendre soin de nos infrastructures hospitalières.
Voilà ce que lui il dit. Il y a d'autres également. Et il y a un qui voudrait vous s'adresser à vous, Gérard, directement. Il dit, je voudrais dire à Gérard que sur la côte ouest africaine, il a été démontré qu'en matière de médecine, surtout dans les pays francophones, le Togo fait partie du peloton de tête. Même en France, parmi les meilleurs médecins africains figurent plein de Togolais qui ont fait leur cursus ici à Lomé avant de partir en France pour se spécialiser. Voilà. Quelques réactions. Vous avez un commentaire à faire, Gérard Rouisson? Non, je dis seulement que je suis étonné. Si les médecins ont été formés avec du matériel qui date du paléolithique, et d'un seul coup, ils sortent médecins compétents, très modernes, ben moi je me demande par quel miracle ça a pu s'opérer. Quelqu'un qui n'a jamais touché un ordinateur, et puis 4 ans après, il sort informaticien génial. Mais qu'on m'explique, comment est-ce que ça peut se passer? Les cours à distance. Voilà. Moi, je pense que... je crois qu'il y a des clichés, des mythes qui sont là et qui ont la vie dure. On dit ben, la police togolaise est extraordinaire, elle fait des enquêtes pas possibles et tout. C'est des mythes, des clichés. Et pourtant, on assiste toujours à des meurtres et on ne trouve jamais le commanditaire. Des grands marchés meurent. Ben, des grands marchés brûlent, on ne trouve jamais celui qui a fait ça. Il y a plein de choses qui se passent, on ne trouve jamais, mais on dit ben, la police togolaise, la gendarmerie est extraordinaire. Tout ça, ça fait des clichés. Exactement comme on dit, le noir il est bête, le blanc il est riche. C'est des clichés. Il faut se méfier des clichés. Il n'y a rien de pire que les préjugés. C'est des préjugés. Un enfant qui fait par exemple le CPE, il s'assoit sur des cailloux. Ils sont à 150 dans une classe. Il évolue comme ça jusqu'au bac, et puis d'un seul coup, il sort médecin compétent. Ben, je dis oui et non, parce que la compétence, ce n'est pas une valeur absolue. On n'est pas absolument compétent ou bien absolument... C'est comme la beauté. On peut dire, ben, il est beau, mais par rapport à quelqu'un toujours. Il est grand de taille, c'est pas par rapport à quelqu'un. Si vous avez 1m80, on peut dire vous êtes grand de taille. Mais vous arrivez devant quelqu'un qui a 2m30, ben, vous êtes petit. Donc la compétence aussi, c'est pareil. Moi je dis, les médecins togolais, ils sont compétents sous nos cieux, mais faites-le entrer aux États-Unis en leur disant ne touchez à aucun malade, monsieur, parce que vous êtes dangereux. Parce que ce n'est pas des gens qui sont vraiment formés. Je ne suis pas. Moi, je ne suis pas. Je ne suis pas d'accord. Non, je crois que. Même s'il y a des cas isolés où oui, qui ont leur du jeu, je crois que ne fait pas le plaintif. Ah ouais, bien sûr. Je ne suis pas d'accord avec lui. La preuve lui-même, il a fait donc de son intervention. Je crois sincèrement quand même que nous avons quelques compétents ici au Togo et qui ne demandent qu'à avoir quand même des infrastructures modernes, ne serait-ce que pour exercer. Mais moi, je voulais quand même saluer en fait la décision qui a été prise au Bénin récemment, où on interdisait même des évacuations sanitaires, parce que ça a été dit, et aux officiels et tout. Je crois que ça va quand même motiver, et du moins les dirigeants, à réfléchir beaucoup sur les infrastructures, parce que si tout le monde doit finalement quitter le pays pour aller se soigner ailleurs, qui va finalement rester au pays? Ça veut dire que c'est le bas peuple, c'est nous les prolétaires qui resteront là. Donc à un moment donné, il faudrait quand même que nos dirigeants, je parle de manière générale et en Afrique, que nos dirigeants réfléchissent beaucoup plus sur les infrastructures. Vous allez au Ghana, même regardez la dernière fois, il y a le Nicodé Havia qui refuse à se soigner ici, et puis quand on dit Ghana, paf, il est parti. Bon, ça veut dire que oui, ça veut dire que le monsieur n'a pas quand même une certaine confiance en nos médecins ici, donc, mais de l'autre côté, et puis, et même l'exemple que Michel et Jacques a donné tout à l'heure aussi est édifiant. Voyez-vous, des gens qui traînent leur brosse pendant 3 mois et finalement, on trouve qu'il n'y a rien. Et une dame, de l'autre côté, il n'y a que 600 francs. Ils ont dépassé que 600 francs pour soigner un seau d'eau tuberculeux. Voyez-vous, ça veut dire que ce sont il y a tellement de choses à corriger dans nos systèmes. Mais ça se passe en Europe aussi, hein, des erreurs. Oui, ça peut arriver, mais quand ça devient répétitif, là, c'est dangereux. Donc vous me rejoignez. Non, je te rejoins. Il faut relativiser. Merci beaucoup, je suis d'accord avec toi, Gérard. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec Gérard, parce que, vous savez, moi, je réitère encore que nous avons des médecins compétents dans ce pays. Une fois encore, il a dit tout à l'heure que si un médecin, par exemple, togolais qui va aux États-Unis ou bien qui va en Europe, n'a pas droit à opérer, mais ça peut arriver.
Ça peut arriver que la personne ne peut pas tout de suite opérer parce qu'il faut que la personne puisse se commoder avec le matériel qu'il a devant lui. Ça peut arriver. Et le modèle il apprendre à l'utiliser. Non, mais c'est quelque chose auquel il n'a jamais touché. Non, c'est pas qu'il n'a jamais touché. Il a touché. Mais Gérard, où ici? Non, Gérard, écoute. Dans ce pays, vous n'avez même pas de scanner. Vous êtes journaliste, vous savez que lorsque vous quittez par exemple le Togo, vous allez par exemple en Europe, au niveau des grandes chaînes, que ce soit RFI, je sais pas, peut-être BBC, tu as eu la chance peut-être d'y aller. Vous savez, quand vous arrivez toujours, il faut que quelqu'un vous dise que, bon, mon frère, voilà ce qu'il faut faire. Oui, ça fonctionne comme ça. Oui, ça fonctionne comme ça. Voilà, c'est pas que tu n'es pas compétent. Et en une journée, c'est fini, vous maîtrisez. Oui, mais pourquoi pas? Monsieur, non, mais on va marquer une pause. Non. D'accord, très bien. Ok. C'est noté pour vous. Nous allons marquer une pause publicitaire. On se retrouve pour la suite. Retour en studio pour la deuxième partie de Taxi Presse avec Jacques Diakouti, Gérard Ouessant, Sylvestre Béni et l'homme à Tissobé. On a une réaction d'un médecin. Vous permettez? Oui, donnez-moi 2 secondes seulement. Oui. Ce que j'ai dit, c'est pas pour dire que tous les médecins togolais, ils sont nuls. Moi-même, quand j'ai eu un accident, j'ai été opéré par un chirurgien togolais qui m'a dit que je vais recouvrer 90% de l'usage de mon bras. J'ai recouvré plus de 99%. Et pourtant, c'est un chirurgien togolais. Je ne veux pas généraliser. C'est juste pour dire qu'il faut qu'on donne des moyens à nos apprenants, depuis le cours primaire, les mettre dans de bonnes conditions pour qu'ils sortent, qu'ils appartiennent à l'élite. Mais je ne dis pas que nous sommes nuls, que tout le monde est nul. Il y a un médecin qui nous envoie un message, c'est Dr Dissenou. Alors, il dit ceci, il y a plusieurs problèmes dans leur domaine. Il y a le manque de matériel adéquat, le manque de ressources humaines, ainsi que le manque de moyens financiers des patients qui, quelquefois, nous obligent, c'est ce qu'il dit, à travailler dans des conditions déplorables. À Gérard, c'est-à-dire que ce message est adressé de la part du Dr Dissenou. À la faculté de médecine, nos cours généralement viennent de l'Europe, donc basés sur des matériels adéquats. C'est sur le terrain qu'on manque énormément de moyens pour agir. Et l'homme, et puis on passe à un autre sujet. Non, oui, je pense que c'est un défi quotidien, hein, le système de santé. D'abord au Togo, parce que moi je parle de ça souvent, au XXIe siècle, tout ce qu'on a comme infrastructure, même au niveau des cliniques au Togo, il faut se poser des questions, parce que vous tombez malade un dimanche, vous faites le tour des cliniques, il y a des spécialités qui ne fonctionnent pas. Et moi, j'ai eu la malchance, hein, comme ça, un dimanche, de pouvoir faire le tour de certaines grandes cliniques de la capitale, un dimanche, pour faire une échographie intestinale à un proche. On a fait le tour de toutes les grandes cliniques, de tous les médecins étaient à l'église. Il n'y a personne qui puisse quand même faire un début. Tout ça à l'église. Vous allez ici, on vous dit qu'il n'est pas là, il est à l'église. Il n'y a pas de garde non plus. Non, la personne dit qu'il ne maîtrise pas l'échographie intestinale. Donc, allez ailleurs. Donc, vous allez ailleurs, on vous dit qu'il est à l'église. Je dis toutes les grandes cliniques de la capitale que vous connaissez. Je ne vais pas donner des noms, mais je dis toutes les grandes cliniques. J'ai fait le tour de 8h à 11h, je n'ai pas trouvé d'échographie intestinale parce que les spécialistes sont à l'église. Ils doivent aller prier. Dieu seul peut sauver. Donc, il a fallu que j'attende 11 heures pour que je voie une clinique qui est proche de l'Estao là-bas pour que je puisse trouver une solution. Donc, pour dire en réalité que les cliniques, même au Togo, il faut se poser des questions. Mais là, dans le domaine public, je pense que là, c'est la catastrophe, vous le savez. Même pas de scanner dans les hôpitaux publics. La pédiatrie, au niveau de l'hôpital CHU Sylvain Hussonpi, vous savez ce que c'est. Oui. Le personnel, vous savez ce que c'est, par exemple, là, vous avez des agents de santé qui ne sont pas là, d'autres qui sont là, des gens qui sont dénommés personnels ANPE, qui sont arrivés en fin de contrat, dont on refuse de renouveler les contrats. Et il y a les histoires de cliniques mobiles. Vous allez au niveau du garage de la santé, au niveau de la poste là-bas, vous avez dans la brousse quelque part, il y a une partie où il y a des herbes un peu partout. Vous avez un véhicule qui nous a été offert, ou 2 véhicules qui nous ont été offerts par des partenaires techniques et financiers. On a écrit dessus clinique mobile. C'est un conteneur, il y a tout dedans médicalisé. C'est sur un camion. C'est bleu, peint bleu, avec différentes inscriptions dessus. Depuis que le matériel a été réceptionné, c'est dans la brousse là-bas. Ça n'a jamais fonctionné. Alors que tout est dedans. Il y a du matériel, c'est prêt pour usage. C'est dedans dans la. Pourquoi est-ce qu'on l'a garé comme ça? Bon, je ne sais pas. Donc, il faut qu'au niveau. Il y a 2 ans, nous allons faire des cliniques mobiles comme ça, tout équipé.
mais qu'on met dans la brousse là-bas au niveau du garage de la santé. Donc, les véhicules sont là, vous pouvez aller visiter, vous pouvez voir de quoi il s'agit. C'est malheureux. Donc, voilà. Alors, je voulais quand même lire ce message avant de passer à notre sujet. Il y a un auditeur qui nous dit par rapport à ce que vous déclarez tout à l'heure, lié donc à Abia, qu'il a refusé de se faire soigner ici à cause des médecins togolais. L'auditeur dit non, attention, Abia, c'est à cause des raisons politiques. Ce n'est pas forcément qu'il n'a pas confiance aux médecins ici. Attention, aux États-Unis, si tu n'es pas formé dans leur système, tu ne seras pas médecin chez eux. Eux, ils ne blaguent pas. Tu as beau avoir doctorat avec mention excellent ici, il faut reprendre des études chez eux à partir d'un niveau donné, dit l'auditeur. Un autre auditeur qui nous dit... Mais les médecins européens, quand ils vont là-bas, ils travaillent. Pourquoi c'est le cas pour les Africains? Je ne sais pas. Voilà des questions qu'on doit se poser sur notre formation. C'est le chargé des affaires sur notre formation. Les Américains, ils raffolent des médecins japonais, par exemple, et allemands. Ils leur disent, mais venez travailler chez nous, même des pays de l'Est. Ils les appellent. Mais pourquoi les Africains, on leur dit... Alors, il n'y a pas que des gens qui vous chargent un petit peu, Gérard. Il y a un qui vous tire chapeau. Il dit, en fait, Gérard est mal compris. Il veut qu'on investisse dans l'éducation de ces médecins. Un Togolais formé à l'extérieur et qui est compétent, on connaît. Mais en quoi notre formation ici les rend plus compétents? C'est l'interrogation de notre auditeur. On ne peut pas toujours compter les gens que les autres ont formés pour nous, comme si c'était nos fruits. Si le médecin lui-même n'avait pas eu les moyens pour aller à l'extérieur, il ne sera donc pas compétent, ajoute donc l'auditeur. Et on passe à un autre sujet, messieurs. C'est un sujet sur lequel le confrère Liberté est revenu ce matin. C'est la question de la nationalité. La délivrance de documents administratifs au Togo est devenue finalement un casse-tête chinois. Le cas de la délivrance des cartes d'identité nationale, par exemple. Bon, on s'est rendu compte depuis quelques semaines que la carte d'électeur est plus précieuse que la carte d'identité nationale. L'autre document, c'est la nationalité. Pourquoi c'est compliqué aujourd'hui, de nos jours, d'avoir ce document-là, Jacques? Je crois que j'ai eu à rencontrer au moins quatre amis comme ça qui ont eu les mêmes problèmes, qui ont parlé du fait qu'avoir aujourd'hui une nationalité au Togo, c'est la croix et la bannière. Et vous savez, même il y a certains, quand ils font par exemple leur passeport, et quand le passeport est expiré, et après ils veulent encore renouveler, quand ils repartent, ils se posent également ces problèmes. Parce qu'on dit non, que la nationalité a des problèmes, mais les gens se posent des questions, ils ont utilisé cette nationalité on nous a informé, bon, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est parce qu'on n'a pas encore vérifié, qu'il y a un bras de fer terrible aujourd'hui entre le service de nationalité et le service de passeport. Justement, ça, ils sont au courant de ça. Et puis, l'autre aspect également, vous savez, la plupart des Togolais, il faut le reconnaître que c'est presque ces temps-ci que les gens se sont réveillés par rapport à avoir effectivement sa nationalité, à avoir sa carte d'identité. Vous savez, le Togolais, lorsque vous lui posez des questions par rapport à son identité, les gens se disent non, qu'ils n'ont nulle part ailleurs à aller, donc ils n'ont pas besoin de faire soit la carte d'identité ou bien son passeport. Mais on a reconnu que ces temps-ci, c'est récurrent, il faut avoir sa pièce d'identité. Et les gens, aujourd'hui, courent un peu partout pour pouvoir faire, effectivement, sa nationalité. Et c'est là que les problèmes se posent. Mais je crois qu'il est important aujourd'hui, c'est ça, c'est pourquoi depuis un certain temps, on a toujours dit qu'il faut qu'on puisse avoir des élections locales. Oui. Et essayer de décentraliser aujourd'hui le service public. Aujourd'hui, pour la nationalité, si vous êtes à Dapaon, pour avoir l'acte de nationalité, il faut venir à Lomé. À Lomé, vous voyez, c'est quand même bizarre. C'est extraordinaire. Même le casier judiciaire, vous êtes obligé aujourd'hui de repartir vers chez vous pour le faire. En tout temps, c'était dit que lorsque si vous allez par exemple au tribunal de Lomé, cela pourra se faire. Mais moi j'ai tenté, ça n'a pas marché. Vous êtes obligé encore de retourner chez vous pour pouvoir le faire. Moi, je crois qu'il est important aujourd'hui, avec tous ces problèmes que nous sommes en train de rencontrer, il est important qu'on aille à ces élections locales. C'est ces élections locales qui vont décentraliser aujourd'hui le service public et qu'on puisse établir ces actes-là aux populations. Vous savez, quoi qu'on dise aujourd'hui, quand vous prenez par exemple, vous avez cité l'exemple de certaines localités. Vous savez, vous prenez par exemple la gendarmerie de Dapaon qui avait entre-temps été, la police plutôt qui avait entre-temps été incendiée. Oui. Aujourd'hui, la plupart de ses frères qui veulent rétablir encore ses naissances, rétablir encore ses nationalités,
Jusqu'à présent, certains, c'est la croix et la bannière. Ils n'ont pas du tout pu. Ils n'ont pas pu le faire. Parce que, des fois, quand ils viennent vers ici, on leur pose des questions. Lorsqu'on se rend compte que c'est parce que la police a pris feu, bon, c'est pourquoi vous êtes venus faire, on vous bloque. Et les gens se plaignent. Vous voyez? Donc, il est important aujourd'hui, moi je le réitère une fois encore, qu'on puisse aller effectivement à ces élections locales. Si, à défaut d'aller à ces élections locales, qu'on organise ne serait-ce que des séances foraines pour établir ces nationalités à ces populations. Parce que la question même liée donc à l'établissement de la carte d'identité s'est posée entre-temps, et il me semble que le parti politique a dit, même formulé quand même une déclaration ou une demande au niveau de l'Assemblée nationale pour quand même qu'on puisse alléger les conditions d'accès à la carte d'identité nationale. Est-ce qu'il ne faut pas aller vers ça aujourd'hui, Sylvestre, très rapidement? Oui, moi je crois qu'il faut véritablement. Actuellement, je crois qu'il y a une audience foraine qui se fait au niveau du service de nationalité et tout. Bon, en fait, ça permettra quand même à la population, surtout à nos jeunes frères étudiants qui... Parfois, lorsque parfois, lorsque vous voyez ces jeunes-là pratiquement dormir, et là, au niveau donc du service de nationalité, vraiment, j'ai de la peine pour eux. Il faut y aller à 4h du matin, comme si peut-être à 4h du matin, il a fait la queue avec tous les tracas et autres. Vraiment. Et puis, figurez-vous, il y a Jacques l'évoquait tout à l'heure pour le cahier judiciaire. Vous venez de Cara. Vous ne pouvez même pas avoir cela, ce simple document-là, vous ne pouvez même pas l'avoir à Lomé. Or, nous sommes à l'ère des TIC et on peut quand même essayer donc d'informatiser tout. Il suffit juste que vous ayez un numéro, on tape le numéro, que ce soit à Lomé, à Cara ou à Dapao, et vous pouvez l'avoir facilement. Mais l'étudiant qui est à Lomé, qui veut avoir un cahier judiciaire ou qui est à Dapao, doit faire ce trajet, la retour et revenir. Voilà, donc aujourd'hui... C'est pourquoi moi, je suis en fait d'accord avec Jacques quand il évoquait tout à l'heure les élections locales, la décentralisation, parce que le vrai problème également, où je crois que le point d'orgue du problème, c'est au niveau même de l'acte de naissance. Parce que quelqu'un qui a accouché peut-être à Kéchébé, s'il faut venir à Sokode pour avoir l'acte de naissance, ou bien, je ne sais pas, une dame qui a accouché peut-être à Keta, à Sokorwe, s'il faut venir à Aderoville pour avoir l'acte de naissance, je me dis qu'il y a problème. Donc, ces bonnes dames-là, au lieu donc de se livrer à tous ces tracas-là, bon, oublie même de faire l'acte de naissance aux enfants, et finalement, c'est le premier document sur lequel il faudrait quand même se greffer pour avoir l'acte de nationalité et tout. Donc, je crois que c'est le vrai problème est là. Donc, il faut aller donc à la décentralisation, il faut des élections locales pour qu'on puisse quand même finalement sensibiliser du moins les dames. Aujourd'hui, si les gens courent pour avoir notre fameux carte de lecteur là, c'est parce que aujourd'hui les gens n'ont pas de documents, les bonnes dames qui font souvent des prêts n'ont pas quand même de pièces. Au moins avec ça, on peut quand même justifier. Il y a le chef qui est là, qui dit non, la dame là, bon, je la connais, je connais son papa et tout. Finalement, vous avez le document, c'est tout quoi. Bon, aujourd'hui, voilà. C'est clair que la carte d'électeur dépasse même le passeport, la carte d'identité nationale, et on le voit. Justement. On l'a vu la semaine dernière, il semble que notre confrère Alfred Colani à la gendarmerie nationale lui a demandé c'est la carte d'électeur. Même au niveau de la caisse de sécurité sociale. Donc aujourd'hui, carte d'électeur. Qui passe. Pas du tout. C'est extraordinaire quand même. Hein. Alors, dans cette affaire d'établissement de certificat de nationalité et consort, il y a le confrère Liberté qui a quand même recueilli l'avis d'un magistrat sur le sujet. Le magistrat dit ceci, je vais quand même le citer. Il dit, il faut dire qu'en dehors du certificat d'origine délivré par les préfets, tout le reste est centralisé à la direction de la nationalité où, cela devient intéressant, des démarcheurs profitent pour escroquer des citoyens. Pour un acte de 5 000 francs, des démarcheurs prennent 20 et 30 000 francs pour soi-disant des démarches administratives. La solution, c'est que chaque préfecture délivre le certificat de nationalité, car qui connaît mieux les citoyens en dehors du lieu où ils sont nés. Voilà ce que dit le magistrat interrogé par nos confrères de Liberté. Gérard Ruissan, sur cette question. Non, les confrères, ils ont déjà tout dit. Mais moi, seulement, je me demande si la carte d'électeur dépasse le passeport. Allez vous pointer à l'aéroport avec votre carte d'électeur pour prendre un avion. C'est là que vous allez voir que ça n'a aucune valeur. Non, c'est peut-être au Togo, dans nos petites bisbilles, que nous faisons de ces genres de choses. Bon, je crois que
le certificat de nationalité a des problèmes, c'est parce que ça vient d'une tradition. Vous vous rappelez, il fut une année où beaucoup de gens voulaient devenir Togolais. Les Ghanéens, mais surtout les Béninois. Et en ce moment-là, on leur faisait toutes les misères. Le Togo marchait bien. Il y avait le boom phosphatier dans les années 70. L'argent était là. Goïscore, tout marchait. Les Ghanéens venaient. La S3G marchait. Bon, le Togo, ça marchait. Et beaucoup de gens voulaient vivre ici au Togo. Alors, on a serré les vis. Il fallait produire plein de papiers pour avoir la nationalité. Et je crois que la tradition est restée. Et aujourd'hui, ça frappe qui? Ça frappe nous les Togolais. Aujourd'hui que plus personne ne veut devenir Togolais, mais la tradition est restée. Qu'est-ce qui vous dit ça? Bon, je crois que l'engouement a beaucoup diminué. L'engouement a diminué. Et devenir Togolais aujourd'hui, bon, c'est un choix difficile. Hein. Le sacerdoce. Non, Gérard, vous m'étonnez. Il faut un don de soi, quoi. Il faut vraiment aimer le pays. Ouais, c'est un sacrifice. C'est l'impression que moi j'ai. Donc, moi, je crois que c'est la tradition qui est restée. Maintenant, il faut, Jacques l'a dit, les élections locales peut-être, mais aussi la déconcentration, qui ne suppose pas forcément des élections locales ou bien la décentralisation. Quoi. Il faut déconcentrer les services et surtout maintenant appliquer ce qu'on a, le projet qu'on avait de e-government. Vous vous rappelez, moi, j'ai appris au temps de e-government, on est à Lomé, et puis on communique avec Dapon, et puis rapidement vous avez vos pièces et tout. Mais tout ça là, ça va être de la poudre. On a mis l'administration en connexion, en réseau. Voilà, et on a parlé de fibre optique, tout va aller, nous tous on a rêvé. Mais à la fin, on se demande qui on prend pour des cons. Et on nous prend tout le temps comme ça. L'eau a emporté les fils. C'est pas très bien. L'eau a emporté les fils. Et là, maintenant, sur ce sujet-là. Non, je crois qu'il se pose un problème que l'État doit pouvoir résoudre rapidement. Parce que moi, pas plus tard qu'hier, j'ai un ami qui devait faire un casier judiciaire, qui était parti à Vaughan vendredi. Il m'a dit que toute la ville était hors énergie électrique, c'est-à-dire qu'il y avait une coupure de courant. Et donc, il a dû patienter. Et parce qu'entre-temps, on faisait ça à la main, mais depuis un certain moment, ils ont commencé à faire ça à la machine. Et il a attendu jusqu'à 15 heures, le courant est revenu, on devait lui établir le casier judiciaire, mais celui qui doit signer, entre-temps, il n'était pas là. Et quand on est rentré dans son bureau, on a vu sur sa table à lundi. Et donc, donc, vous voyez un peu, donc c'est quand même rigolo, mais il a fait tout ce tracas pour rien. Il est revenu à Lomé et il attend cette semaine pour aller prendre son casier judiciaire dans le cadre d'un concours. Donc, c'est un peu ça la difficulté des populations par rapport aux documents administratifs. Et la nationalité, même aujourd'hui, ça, n'en parlons plus parce que on nous a dit qu'on va aller vers une nouvelle nationalité. Oui. Et depuis, ça fait des années que nous sommes dedans, mais on n'établit jamais la nationalité définitive. On vous donne juste des duplicata. Et il semble qu'ils gardent eux-mêmes l'original. Oui, mais écoutez, les Togolais ne vont pas. Mais si vous avez l'ancienne nationalité et que ça fonctionne, c'est-à-dire que c'est toujours d'actualité, mais vous n'allez jamais vous demander à vous faire établir la nouvelle nationalité. Bien sûr. La nationalité. Moi, j'ai eu ce problème. Quand vous amenez notre vieille nationalité, on refuse de vous la légaliser parce qu'on dit le nouveau système est fait pour établir la nouvelle nationalité. On vous tire des duplicata. Moi, j'ai toujours l'ancienne nationalité, mais que je légalise toujours. Ah. Donc, moi, je l'ai encore fait récemment au niveau de la préfecture du Golfe. Voilà. Oui. Moi, ma refusé ça, j'ai dû faire un jugement supplétif. Et c'est vers ce jugement supplétif que je roule aujourd'hui. Moi, j'ai toujours l'ancienne nationalité, que je légalise toujours. Compte tenu de parce mon que... parce que moi, sur ma nationalité, c'était marqué Wissant Gérard. C'est comme ça que ça s'appelait. Après, on a dû changer de nom, authenticité, tout ça là. Oui. Alors, je m'appelle depuis là Wissant Komi Amevo. Donc on a barré donc là c'est un problème. Là c'est pas on me dit un service de passeport qui a des numéros qui ne concordaient pas. Oui, justement. C'est l'autre problème au niveau du service de passeport également. La concordance des numéros. Le contentieux est rempli. Voilà. Est rempli de ce côté-là aussi. Oui. Donc il faut faire tout ça pour aider les populations parce qu'il y a quand même des choses terribles. Non, je pense qu'il faut les jeunes, la jeunesse. Il faut lancer des opérations foraines à tous les niveaux d'urgence. Bon, pour le moment. D'urgence parce que pour permettre à un maximum de personnes d'abord d'avoir beaucoup n'ont pas d'acte de naissance, des actes de naissance et les jugements supplétifs pour ceux qui en demandent et puis les nationalités parce que là aujourd'hui l'urgence c'est de pouvoir aller vers les populations pour organiser des opérations foraines. Maintenant parce que c'est une urgence
en attendant que l'État décide de pouvoir centraliser ou informatiser. Comme on l'a dit, on dit Ouïghour, on dit quoi, on informatise. Mais bon, jusque-là, on n'a pas encore pensé pouvoir relier les systèmes d'état civil, de nationalité, service des passeports, pour que nous puissions, avec le clic, nous faire d'établir des documents administratifs. Je pense qu'il y a un problème. Même aujourd'hui, le titre foncier, quand vous déployez ça maintenant au cadastre, allez demander aux gens, ils vous diront ce que ça coûte maintenant et le temps que vous pouvez mettre avant de vous faire d'établir un titre foncier. Et ça peut faire des années, plusieurs années, avant que vous puissiez avoir votre document. C'est terrible. Non, moi, je crois que, oui. Eric, comme il n'y a pas encore cette décentralisation, c'est le rôle également des députés qui sont dans sa localité. Quand vous prenez par exemple quelqu'un comme Noël, c'est quoi, c'est Noël de Pouken. Oui. Voilà quelqu'un qui organise souvent les cérémonies de remise d'actes de naissance. Voilà. Il faut des trucs forains pour, ne serait-ce que les enfants qui sont dans ces localités-là, de pouvoir aller à l'école et disposer d'actes de naissance. Je crois qu'aujourd'hui, avec nous avons 80 députés. Si prenons par député, par région, 91 députés. Si les 91, on arrive dans leur constitution. Voilà, et puis chacun établissait ne serait-ce que 20 naissances. C'est aux individus d'organiser des audiences foraines. Les individus peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Mais pourquoi que l'État ne le fait pas lui-même? Oui, mais si l'État ne le fait pas, les individus peuvent quand même le faire. Si Noël de Pouken est arrivé à le faire, je crois qu'un député, par exemple, de Tangouaré... Oui, mais c'est... Alors, si c'est du vrai, ça veut dire qu'au finish, c'est l'État qui signe. Oui, mais c'est ce que tu dis. Vous savez, aujourd'hui, ce qui est important, quand vous avez aujourd'hui votre bac et que vous n'avez pas la nationalité, vous êtes difficile de pouvoir vous inscrire. Oui, à l'université. À l'université, c'est difficile. Si aujourd'hui vous avez quand même cette naissance, moi j'ai connu des gens qui, c'est au cours de leur le passage au CPD, qu'on leur a établi une naissance. Les gens n'en avaient pas, les gens n'en disposaient pas d'acte de naissance. Donc aujourd'hui, moi je crois que ce qui est important de faire, il est important que chaque localité, les élus du peuple, donc à prendre effectivement sur eux de pouvoir faire cette diligence et aider effectivement ces jeunes-là qui sont dans ces localités pour pouvoir établir effectivement les cas d'identité, les naissances. Et l'autre aspect, vous savez, quand vous prenez un peu le nord, lorsqu'il y avait ces soulèvements, certains sont partis par exemple de l'autre côté du Ghana. Oui. Et c'est là-bas qu'on a mis certains enfants au monde avant de les ramener encore dans ces localités. Ces enfants-là sont là, ils n'ont pas d'acte de naissance. Ils ne peuvent pas aller à l'école ni au Ghana, ni au Togo, parce qu'ils n'ont pas ces naissances-là. Donc je crois que ces deux localités, il faut organiser effectivement ces actes, les élections foraines, pour pouvoir établir ne serait-ce que ces actes de naissance-là, ces enfants pouvoir aller à l'école. Si on ne le fait pas, si les enfants-là veulent passer par exemple le CPD demain, ils ne pourront pas. Et lorsqu'ils veulent s'inscrire à l'université, ces enfants également ne pourront pas. Et pour terminer, vous savez, il y a également des incendies dans certaines localités, des maisons où on se dit, le papa a tout perdu. Le papa a perdu sa nationalité, si bien que vous savez, pour pouvoir établir une nationalité, il faut prendre la nationalité du papa, oui, avant de pouvoir l'établir. Si pour papa a bluré, vous voyez que si par exemple... Mais c'est quoi cette histoire-là? Pour que vous ayez votre nationalité, il faut que vos parents... Oui, c'est vrai qu'il y a des conditions, hein, oui, il y a des conditions pour avoir un certificat de nationalité. Soit votre papa est togolais, soit c'est votre maman qui est togolaise, ou c'est issu de mariage, ou vous êtes un enfant qui est né au Togo, ou vous êtes un enfant qui est abandonné, vous choisissez de prendre notre togolaise. Voilà, ou c'est pas naturalisation. Oui. On veut que vous prouvez que votre papa est togolais, par exemple. Oui, bon, je crois que ce que Gérard avançait, par exemple, dans les années 70, je crois que c'est cette loi qui n'ont pas actualisé. Et c'est vrai que on ne peut pas se lever comme ça pour avoir une nationalité d'un pays. Ça, il faut le reconnaître. Il faut quand même, il faut des dispositions qu'il faut respecter pour avoir effectivement cette nationalité. Et quand vous l'avez également, il y a des dispositions également pour l'annuler. Parce que nous voyons pour pouvoir effectivement annuler, par exemple que vous êtes togolais, c'est un conseil des ministres, oui, que la décision qui renonce à leur nationalité. C'est au cours d'un conseil des ministres que le décret est pris et on essaie de l'annuler votre nationalité. Donc, je crois que c'est des dispositions pour ne pas ouvrir effectivement la boîte à Pandore, parce qu'il est dit que souvent même pour acheter un terrain au Togo, bon, les étrangers n'ont pas le droit. Mais aujourd'hui, nous assistons à ce phénomène où
Aujourd'hui, c'est les étrangers, là, effectivement, qui ont plus de lopin de terre que les Togolais. Moi, je crois qu'il faut quand même des dispositions pour sauvegarder nos terres. Quelques réactions sur ce sujet, avant de passer à notre sujet. Il y a un auditeur qui nous dit que même pour le duplicata de nationalité, c'est de la croix et la bannière. Vendredi, ils nous disent qu'ils n'ont plus de papier pour nous le faire sortir. Or, on clôturait le dépôt des dossiers pour le recrutement des enseignants mercredi. Nous n'avons pas eu la nationalité, dit cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit la nationalité traîne, mais si vous donnez 15 000 francs, ça ne fait même pas une semaine. C'est ce que nous dit l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit je pense qu'il faut revoir le service des casiers judiciaires au Togo. Quand je prends le cas de Lomé, c'est les mêmes têtes avec les mêmes vieilles méthodes. Pourquoi ne pas informatiser le casier? Nous sommes au XXIe siècle. Que les vieux là nous laissent la place à nous les jeunes. En temps normal, cette pièce devrait être prise aussitôt, déposée avec l'ordinateur, puisqu'il faut simplement tirer une copie une fois que le citoyen fait le casier pour la première fois. Le problème du Togo, c'est aussi l'incompétence de certains cadres, ajoute l'auditeur. Il y a un autre qui dit aucune loi au Togo n'interdit l'utilisation de l'ancienne nationalité. On peut se faire des légalisations avec nos anciennes nationalités. Voilà, je pense que Gérard a expliqué son problème, il est particulier. Alors, vous voyez que ce pays est à terre dans tous les domaines. J'ignorais que pour une nationalité, il faut que les gens quittent Tapawan pour Lomé. Oui, c'est vrai. En plus, Hervé, qui nous a envoyé le message. Nous avons 3 minutes. Vous avez acheté un mot? Oui. Oui, en fait, je voulais revenir sur l'intervention de Jacques qui disait qu'il y a ceux qui sont nés au Ghana. Et en fait, la meilleure formule qu'on peut quand même leur enseigner aujourd'hui, c'est que ceux qui sont nés au Ghana peuvent quand même avoir du moins la nationalité, du moins l'art de naissance ghanéen, c'est possible. Ils peuvent l'avoir d'autant plus que l'enfant est né sur le territoire ghanéen. Et donc, tôt ou tard, il peut revenir au Togo et faire juste une transition donc au niveau donc, des états civils où ils vont payer juste 5 000 francs, ils vont faire une transition et puis bon, ça se fait, ils peuvent facilement avoir l'art de naissance togolais. Donc voilà quoi. Donc ceux qui sont dans ces cas peuvent quand même avoir quand même cette formule-là facile pour le faire. Il y a un auditeur qui quand même est d'accord avec ce que l'homme disait tout à l'heure sur les cliniques pour faire l'examen. Il dit oui, presque tous les spécialistes ne viennent pas au boulot le dimanche. Ils font juste un tour pour voir les patients, mais ils ne travaillent pas. C'est parce qu'on a beaucoup de spécialistes pour s'alterner. La nationalité, ce qu'il évoque aussi, s'ils gardent l'original. Non, ils légalisent toujours l'ancien. C'est un vrai problème par rapport au contentieux au service des passeports. Même s'il y a une erreur d'accent sur des papiers, tu peux tout faire et c'est au passeport qu'on décèle et on te bloque. C'est la légalisation togolaise. C'est la législation togolaise, ajoute-t-il, qui n'est pas togolais, qui veut. Vous voyez, Gérard, des gens en demandent. Messieurs, merci beaucoup. On marque une pause. Il est l'heure. On marque une pause, on revient ensuite, on continue. Troisième partie de Taxi Press avec l'homme à Tissogbe, Sylvestre Béni, Gérard Ouissan et Jacques Dakouti, mais avant la liaison avec la rédaction de Taxi FM est établie. Bonjour Amen. Bonjour Eric Gator. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes au programme pour Taxi Midi à 12h45. Oui, tout à fait Eric. Au menu de Taxi Midi, le voyage de Faure Gnassingbé en Allemagne sur invitation de la chancelière Angela Merkel. Le chef de l'État prend part au sommet du G20 sur l'investissement qui s'ouvre ce lundi 29 octobre. Désormais, plus besoin de se rendre à son lieu de naissance pour se faire établir son casier judiciaire. Eh bien, la justice se rapproche davantage du justiciable. L'agroécologie et ses enjeux pour une agriculture saine et respectueuse de l'environnement. Le sujet était au cœur d'une rencontre à l'université de Lomé ce week-end. On en parlera également et puis sport, football. On reviendra sur les résultats de la 5e journée de D1. Bien. Et tout ça, c'est à 12h45 avec Amen Assignon. Merci beaucoup, Amen, et à tout à l'heure. Avec les confrères en studio, on va aborder la question politique, mais vous voulez ajouter un mot, Gérard, très rapidement? Non, je voulais juste poser une question. À quoi sert
le casier judiciaire au Togo. Moi, j'ai l'impression que ça ne sert absolument à rien. Vous allez le matin, vous faites la demande, vous donnez quelque chose, on vous dit repassez l'après-midi pour chercher votre casier judiciaire. Est-ce qu'on a le temps de voir si quelqu'un a été entre-temps vraiment condamné? Est-ce que quelqu'un qui quitte Dapaon vient voler un canard à Lomé, il a été condamné, fait la prison? Est-ce que réellement, quand il va retourner à Dapaon pour faire son casier judiciaire, est-ce qu'on va s'adresser à Lomé pour voir s'il a été condamné entre-temps, soit à Lomé ou bien à Tapamé ou quoi? Non, moi je pense que c'est une formalité. Ça, c'est la première remarque que je vais faire. Deuxième chose, et Jacques a dit quelque chose de très intéressant en parlant des députés qui devraient organiser des audiences foraines. Moi, ça me donne l'idée, est-ce que ce ne serait pas mieux que ce soit les chefs de village et les chefs cantons qui se chargent systématiquement, à chaque période, d'amener les pièces des enfants, des nouveaux-nés dans les villages? Regardez la taille de nos villages. Souvent, c'est à peu près 500 personnes, 600, 800 personnes. Bon, si le chef de village est là, chaque fois qu'il y a une naissance, il dit « Ah, madame, mais venez, elle vient s'enregistrer. » Et à la fin du mois, bien 2 mois, 3 mois après, il s'en va, il donne les dossiers, on établit des naissances. Moi, je crois que systématiquement, en quelques années, tout le monde aura quand même sa pièce d'identité. Oui, ça non, je crois que par rapport à ce qu'il a dit, la Croix-Rouge a établi ce qu'on appelle les cases. Les cases d'enregistrement de naissance. Je crois qu'ils ont fait l'expérience à Vaughan et à Tangoré, je crois. Je crois que ça marche très bien par rapport à ce que vous avez dit. C'est avec les chefs traditionnels et les chefs du village et un représentant de la Croix ou de la localité. Très bien. Alors, que se passe-t-il encore à Sokoré? Hier, plusieurs informations qui nous sont parvenues font état de ce que la ville de Sokoré est presque en état de siège, des courses-poursuites partout, des gaz lacrymogènes par-ci. Il y a certaines sources qui nous font comprendre qu'elles ont entendu des tirs à balles en caoutchouc ou à balles réelles. Mais nous savons que depuis plusieurs jours, eh bien, l'ambiance dans cette ville était quand même bizarre, un petit peu tendue. On était ici quand on a appris que le siège du PNP a été vandalisé, des hommes sont venus rebadigeonner le siège du PNP. Quelques jours après, 2 jours après, eh bien, c'était samedi, c'est le siège de Wimir qui a été mis à sac, enfin incendié pour tout dire. Est-ce que Sokoré est en train de revivre les pires moments de son histoire encore, Elom? Oui, je pense qu'il y a des raisons de s'inquiéter parce que ce week-end n'a pas été de tout repos pour les populations de certaines localités de Sokodé. On nous a parlé beaucoup plus de Kwaratao, puis de 2 autres, Kouloumdé, et puis il y a une autre localité, 3 localités où on a essayé, enfin où il y a eu des exactions, il y a eu quand même des courses-poursuites et des violences depuis 3 jours déjà, et je pense quand même que au niveau des autorités, il y a raison de pouvoir voir de ce côté ce qui se passe de nouveau, parce que récemment il y a eu plusieurs appels au calme et à la paix dans cette zone, mais ces 2 derniers jours ça a dégénéré, il y a eu une escalade de violence, ça court dans tous les sens, et il va falloir qu'au niveau des autorités togolaises on puisse essayer de faire amener la paix dans cette localité. Et d'abord par rapport aux mesures prises pour sécuriser la ville ou bien pour faire amener la paix, il va falloir qu'on puisse discuter et voir ce qu'il y a lieu de faire. Et maintenant, au niveau des cadres même de la localité, je pense qu'il y a un travail sérieux à faire. Au niveau des cadres même de Sokodé, et les cadres doivent quand même essayer de se lever, parce que quand c'est chaud, dans toute localité, c'est les cadres d'abord qui se lèvent pour dire, pour parler à toute la population, à tous les gens. Je ne sais pas si au Togo, le chef traditionnel... Est-ce que le climat politique est favorable avec cette histoire de cadre? Parce que quand on parle de cadre aujourd'hui, c'est très dans le cadre UNIR, dont vous parlez hors dans la zone, il y a également d'autres courants de pensée. Oui, mais tous les cadres en réalité, c'est pourquoi je dis, mais vous savez, ailleurs, c'est là où le problème de la chefferie traditionnelle au Togo se pose. Et ailleurs, quand vous avez un pays comme le Burkina, quand vous avez un pays comme le Sénégal, la plus grande confrérie au Sénégal, c'est le Mouride. Et quand le chef se lève et dit c'est fini, c'est que ça doit s'arrêter. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, quand vous parlez un baoulé, quand le chef se lève avec ses adeptes, elles sont 7, quand on dit c'est fini, c'est que c'est fini. Au Ghana, le roi des Ashanti. Vous allez au Burkina, le Mogo Naba. Mais au Togo, vous avez la chefferie traditionnelle au Togo est un problème, est un casse-tête. La CVG même l'a reconnu dans son rapport. Non, il y a des matchs président. Donc, quand on dit cadre, aujourd'hui, c'est vrai que la politique est entrée dans toutes les maisons, et dans tous les corps de métier, et partout, même dans les lieux sacrés. Ça fait qu'aujourd'hui, même si
on frôle, on franchit certaines limites, il n'y a personne pour se lever pour dire non, écoutez, et même si il y a ceci, il y a cela, je veux que au moins pour une fois tout s'arrête. Et tout le monde écoute. Mais au Togo, on n'a pas cette personne, on n'a pas ce genre de personne. Donc, ce qu'on fait, c'est se faire avec les cadres par défaut. Parce que aujourd'hui, à Sokodé, c'est vrai, il y a plusieurs courants de pensée, mais il faut que les gens arrivent à se parler afin qu'on puisse véritablement sortir de cette mauvaise passe. Sylvestre, Sokodé, c'est une ville inconciliable aujourd'hui. Oui, on peut le dire ainsi, d'autant plus lorsque, et l'on parle tout à l'heure donc de cadres, Sokodé, aujourd'hui lorsqu'on parle de cadres, il n'y a que des cadres unis qui sont là. Il n'y a que des cadres. Il est vrai, il y a d'autres cadres, mais bon, ils sont marginalisés, donc il n'y a que les cadres unis qu'on voit. Or, aujourd'hui, je crois que la majeure partie donc de la population ne se reconnaît plus en ces cadres-là. Donc, il y a déjà une scission entre du moins le bas peuple et les cadres. Donc, ils ne regardent plus dans la même direction. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ce qui s'est passé à ce dont on parle, personne ne nous dit ce qui s'est véritablement passé avant que les forces de l'ordre ne décident. Justement, à l'acte. Oui, justement. Parce que le siège du NIR a été brûlé par qui? Là aussi, il y a un mystère, on ne sait pas qui. Ou est-ce parce que quelques jours avant, eh bien, on a vu le siège du PNP vandalisé? Non, moi, depuis hier, même ce matin, j'ai essayé quand même de joindre. J'ai eu 2 ou 3 personnes dans la ville. Personne n'arrivait à dire ce qui peut expliquer ce qui se passe aujourd'hui parce que ils m'ont cité Paratao, ils m'ont cité Bafilo, Sokodé. Déjà à 20h, c'est des tirs. Hier, c'est des tirs. Donc, ils tiraient en l'air, ne serait-ce que pour faire fuir les populations. Et puis, les noctambules, eux, ils sont pris à partie, on les bastonne. Heureusement, bon, Juliette a quand même posé la question de savoir s'il y a eu des morts et des blessés, mais il m'a dit non, il n'y a pas eu de morts et de blessés. Mais les noctambules, ceux qui reviennent à la maison au-delà de 20h, vous êtes partis à tabac. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? La dernière fois, je disais que en fait, nous sommes dans un pays qui est en déconfiture totale parce que comment expliquez-vous qu'un Togolais qui est à la maison, je parle de Kara, le président de l'ANC, et c'est Sion Koza qui est à la maison, qui a reçu la visite de 10 autres Togolais, qui l'ont battu avec des fers de construction et des planches et autres, et l'ont laissé dans une mare de sang. Ils sont partis, ils ne sont pas inquiétés. Comment expliquez-vous aujourd'hui que Kara est devenu aujourd'hui un espace ou une zone de non-droit pour les militants de l'opposition? Comment expliquez-vous que Kara, aujourd'hui, il y a le PMP, Parti des Togolais, Togo debout, eux tous ont été chassés de cette ville parce qu'ils sont donc de l'opposition. Aujourd'hui, c'est Sokodé. Et là, ceux que j'ai quand même pu interviewer m'ont dit qu'il y a même des blindés qui circulent dans la ville. Aujourd'hui, il n'y a pas quand même une agression extérieure, qu'on puisse quand même déverser des blindés dans une ville. C'est là où aujourd'hui, ceux qui disaient, quand on disait à l'époque que la ville est en état de siège, ça se confirme aujourd'hui. Comment est-ce que des militaires peuvent venir tirer en l'air dans une ville où il y a rien en réalité? Il n'y a que des populations qui sont là. Il n'y a pas quand même des frustrations, il n'y a pas de marche, il n'y a rien. Et là, à 20 heures, on tire en l'air sur le monde. Ceux qui sont rentrés tard, on les bastonne. Comment expliquez-vous cela? Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui... Et je me dis que ça vit au rouge. Non, pardon, c'est au rouge déjà. Donc il faudrait quand même que nos dirigeants pensent véritablement à ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ailleurs, ça a commencé comme ça, et on a vu comment ça s'est terminé. Non, on veut que ça ne se passe pas comme on peut l'imaginer. Gérard Ouissant, sur le cadre de Sokodé. Oui, bon, d'abord, on a parlé tout de suite des cadres unir, qu'il n'y a que des cadres unir à Sokodé. Moi, je voudrais poser la question, est-ce que vous avez vu ailleurs autre chose que des cadres qui ne sont pas unis ailleurs, dans une autre ville? À Tapamé, à Ného, donnez-moi le nom d'un cadre qui n'est pas uni. Donc, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Au Togo, vous êtes cadre, vous êtes unir, vous êtes cadre, ou bien vous êtes intelligent, vous n'êtes pas unir, vous allez vous faire foutre. C'est comme ça. Les cadres sont toujours unir. Moi, le mot cadre même, c'est quelque chose que je n'aime pas trop parce que bon, ça prête beaucoup à confusion. Quoi. Oui, c'est vrai. Dans ta localité, tu es d'unir. Je ne suis pas cadre du tout. Je suis qu'un pauvre journaliste. C'est ce qu'on appelle cadre au Togo. C'est quelqu'un qui a pouvoir de décision, qui peut influencer les autres. Ben oui, c'est comme ça. C'est la définition que tu donnes au cadre. Oui, c'est comme ça. Vous savez, moi, ce qui m'inquiète le plus, moi, je crois que le Togo est en train de suivre un destin funeste. C'est-à-dire que nous avons basé notre politique sur le diviser pour régner. Et ce à quoi ça aboutit, c'est vers là que nous allons inexorablement.
Avant, on parlait de Nord et Sud, vous vous rappelez, il n'y a pas très longtemps. Et depuis, le Nord et Sud s'est effrité. Vous ne parlerez plus aujourd'hui de Nord et Sud parce que le Nord même est divisé. Le Sud aussi est divisé. Tout est divisé. Même dans les mêmes préfectures, tout est divisé. Vous allez à Kara, on vous parlera, on vous dira qu'on était en train de lire un chef canton à Pagoуда, on est allé les chasser parce qu'on veut... Donc le pays est en lambeaux, de plus en plus en lambeaux. Moi, selon moi, vous n'aimez pas qu'on dise ça, mais je pense que tous les ingrédients sont là pour qu'on aboutisse à un chaos. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on mette bas la terre pour il n'y aura pas de chaos. Personne ne souhaite ça. Comment quelqu'un peut souhaiter le chaos pour son pays? Mais est-ce qu'il suffit seulement de rêver? Est-ce que ce n'est pas un vœu pieux que de se dire, d'accord, moi je prends une moto, je roule à 120 à l'heure, mais je dis, bon, non, il n'y aura pas d'accident. Mais pourquoi ne pas diminuer sa vitesse? Pourquoi ne pas porter un casque? Pourquoi ne pas prendre les mesures qu'il faut? Au lieu de rester là et se dire, bon, écoutez, non, je continue comme ça, mais il n'y aura pas de chaos. Moi, c'est tout ce que ça m'inspire. La ville de Sokodé, qui est tout proche de Kara, des gens qui parlent pratiquement la même langue, les mêmes familles, qui sont aujourd'hui si divisés, est-ce qu'on ne doit pas tirer la sonnette d'alarme pour se dire, mais écoutez, changeons de politique et de comportement. Très bien. Écoutez, dans 5 minutes environ, nous allons commencer par recevoir les appels des auditeurs sur le 93, 96, 99, 99. On ne peut pas nous dispenser ou de ça. le 99, 20, 09, 99, 20, 09, 59. Vous faites l'option, le choix, de nous envoyer un message. Envoyez-le sur notre numéro WhatsApp, s'il vous plaît. Le WhatsApp que nous utilisons pour le 90 71 49 62. Jacques, maintenant. Moi, je crois que ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, et particulièrement à Sokodé, c'est des manipulations, au fait. Vous voyez de la manipulation? Oui, c'est des manipulations. Je crois que si aujourd'hui, on essaie de, même ne serait-ce qu'au sein des populations, sensibiliser et se dire que la politique n'est qu'un jeu. La politique, ceux qui sont par exemple devant, c'est-à-dire les responsables, utilisent les populations tout juste pour atteindre leur fin. C'est-à-dire que si Gérard et moi... Oui, mais en même temps, la politique n'est pas que ça, ou n'est pas ça, oui, dans le fond. Non, c'est ce que nous sommes en train d'assister. Comment comprendre qu'à Sokodé, oui, il y a souvent, c'est les thèmes qui sont majoritaires là-bas, c'est-à-dire les Kotokoli qui sont majoritaires. Comment pouvez-vous comprendre qu'un parti politique qui a par exemple son siège et que notamment on a badigeonné ce siège, on change de couleur, et que le lendemain il y ait encore une autre réplique pour incendier le siège de notre parti, alors que c'est les mêmes populations qui sont là, c'est les mêmes qui parlent la même langue, et on n'a pas besoin d'interprètes pour pouvoir s'entendre. Non, c'est pour vous dire que c'est des manipulations politiques. On est en train de manipuler le peuple, on manipule les frères, on manipule les sœurs, on veut diviser pour mieux régner. Et si aujourd'hui les populations là ne prennent pas garde pour se dire que ce que les gens là où les gens veulent nous amener, si on ne se ressaisit pas, on risque. Et à la fin, on va se mordre les doigts. Parce que vous savez ce qui s'est passé entre-temps à Sokodé. Pour ceux qui ont la chance de voyager vers là, à l'époque, poser des questions. Moi, j'ai vu une dame qui me disait qu'elle elle allait pour moudre seulement son maïs. Et on l'a pris en partie. Et le maïs qu'elle avait, et son bébé qu'elle portait sur le dos, il a failli qu'un Zémidian qui passait, qu'il a sauvé. D'une façon insémite, sinon elle perdait sa vie. Et il y a des gens, pendant toute une semaine, qui n'ont pas du tout mangé, qui ne sont pas sortis de leur chambre. On se rappelle des gens qui ont fui carrément ce côté, qui sont dans la bourse, qui ont commencé par manger les écorces des arbres. Je crois qu'aujourd'hui, il est important qu'on a parlé des cadres de Sokodé. Et moi, je voudrais... Vous savez, moi, je me dis que la division même vient de ces cadres-là. Oui, c'est eux. Oui. Au fait, c'est eux le problème. Oui. Les cadres dont vous êtes en train de parler. C'est eux qui constituent aujourd'hui le problème à Sokodé. Parce que les gens se disent aujourd'hui, bon, un parti, c'est comme si un parti veut prendre la suprématie sur l'autre parti. Et comme disent les auditeurs, c'est quoi vous appelez cadre? Ça dérange beaucoup quand on résume tout à cette notion générique de cadre.
l'État démissionne et on parle de cadres. Voilà. Et les zones qui n'ont pas de cadres, on en fait quoi? Justement, et puis vous savez, entre-temps, on avait appris que le chef de l'État a rencontré les barons voilà, de la région. De la région. Eh mais une rencontre qui a eu le jour, est-ce que ça fait même 2 semaines? Je ne crois pas. Il y a à peine 2 semaines. Et qu'on on retombe, on replonge encore dans ces violences-là. Quoique quelque part, moi je dis, il est important que les populations, c'est-à-dire les thèmes qui sont à secourir, et se ressaisissent. La manipulation doit cesser. Et cette division également doit cesser. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à prendre leur destin en main et se dire que ceux qui viennent leur parler de faire ci, de faire ça, il faut qu'ils mettent ces personnes-là devant les faits accomplis. Parfait, très bien. On va maintenant... La notion de cadre, là, ça revient toujours. Hein. Oui, bien sûr. Comme Jacques a donné l'exemple de Noël de Poukin tout à l'heure. Il agit en tant que quoi? En faisant des audiences foraines, en tant que cadre. Moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. L'État est là. Il y a des gens qui s'arrogent le droit d'aller recenser des gens, de leur donner des papiers. Mais l'État fait quoi en ce moment? Il faut que les gens aient des fonctions claires. La notion de cadre, pour moi, c'est quelque chose à bannir. Du moins, moi, en tant que journaliste, je ne reconnais pas ce terme parce que je pense que c'est nocif. C'est un truc politique qui a des conséquences terribles. On va recevoir maintenant des auditeurs. Gérard, vous mettez votre casque justement pour écouter les cadres qui sont au téléphone. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, mon grand citoyen d'État, comment allez-vous? Je vais bien. Quel est votre nom? C'est Adodo. Nous vous écoutons, Adodo. Oui, je dis, je ne suis pas encore cadre. Ah, d'accord, très bien. Nous vous écoutons quand même. Vous êtes un grand citoyen d'État. Oui, merci beaucoup. Par rapport à d'abord l'occasion que vous me donnez, nous vous remercions. De l'autre côté, je voulais dire 2 mots sur 2 sujets. Allez-y. Principalement sur la difficulté que la population a par rapport à l'accès aux papiers d'identité. Vous appréciez par rapport au travail que vous faites dans ce sens et appuyer cela pour que ça tombe dans les oreilles de qui de droit pour que les situations soient vraiment favorisées pour la population. Maintenant, au-delà, pour secourir, le week-end, je me suis posé beaucoup de questions parce qu'on a dit que cette ville est sous contrôle militaire et je me demande comment ça peut se passer que des individus puissent brûler des choses, puissent badigeonner des choses sans que ces militaires ne soient au courant. Donc là, je suis tenté de penser que c'est le régime qui a organisé tout cela. D'accord. Je dis que je suis tenté. Et là, on allait un peu en arrière, on se retrouve finalement dans les affaires des militaires supposés tuer à ce côté. On tente de quoi, on est tenté de quoi que c'est eux qui enquêtent tout, puisqu'ils sont au contrôle de la ville. Comment des gens peuvent venir et brûler un siège d'un parti qui dirige le pays et ils ne sont pas au courant, ils n'ont pas arrêté cette personne-là. Merci, c'est ma réflexion. Merci beaucoup, Adodo. Merci de nous avoir appelés. Il y a un auditeur qui se prononce également sur le sujet du cadre. Il dit un cadre, il me donne la définition, mais on la connaît quand même. Mais on fait un débat autour juste. Il dit un cadre est un employé ou dirigeant d'une entreprise ou de l'administration publique appartenant à la catégorie supérieure des salariés. C'est un profil qui est défini par les conventions collectives. Il y a bien sûr des cadres dans ce Togo qui ne sont pas d'unir. C'est ce que lui, il veut dire. Un autre auditeur au téléphone cette fois. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Eric Gata. Georges, nous vous écoutons. Oui, je salue tes confrères. Il vous écoute. C'est M. Eric Gata. Oui. Concernant le sujet sur les audiences foraines à organiser là. Je suis tout à fait d'accord avec Gérard au sens qui me demande que Noël de Poupen agit en tant que qui. Voilà la question qu'on doit se poser là-dessus. Dans tous les secteurs du pays, on a des ministères. Et concernant les naissances, les papiers d'initiative, on a un ministère qui est en charge. Je me rappelle quand Mme Ingrid Awadi était à la DOSI, elle aussi, elle a organisé des examens foraines pour délivrer les nationalités à des gens. Je ne sais pas comment que les services en charge même n'organisent pas ce genre de choses. Et que des gens personnellement qui ne sont pas du secteur qui organisent ce genre de choses. Comment est-ce qu'on peut vivre dans un pays? Et on a le ministère de l'enseignement,
Toutes les choses n'est rien. Après, on va dire qu'on va voir, c'est un député du pouvoir qui fait des dons ici. Or, le pays même ne fait rien. Comment que les choses vont comme ça. D'accord, très bien. Ça, je suis tout à fait d'accord avec le Gérard qui demande quelles personnes agissent en tant que qui. Oui, d'accord. Georges, merci de nous avoir appelé. Un auditeur qui nous dit que les cadres sont complices du malheur de Sokolé. Allô? Allô? Oui, bonjour. Monsieur Kolani? Oui, Kolani. Comment allez-vous? Je porte bien. Nous vous écoutons. Mais c'est pour parler aussi des pièces de la nationalité. Oui. Il faut comprendre. Je l'ai dit sur votre thème il y a longtemps. On a qu'à organiser ces militaires, bien ces services 24 heures sur 24 heures et 7 sur 7. Mais ce n'est pas que les Togolais n'existent pas. Il faut les former s'il n'y a pas ceux qui sont formés. Je ne sais pas pourquoi on a ce problème. Je ne suis pas de dire qu'on ne peut pas fonctionner au niveau du service de nationalité 24 heures sur 24 heures, 7 sur 7, pour libérer des gens. Moi, pour l'année qui vous passe, je suis né à Lomé, pour aller faire mon casier judiciaire. D'abord, il y a une dame là-bas, Madame Nathan, elle escroque les gens. Comment et ça? Puis, oui, je suis parti, elle a pris mes pièces, elle a demandé, la demande c'est 100 francs, oh, il n'y a pas 100 francs, c'est 500 francs. Elle a pris les 100 francs, en plus les 500 francs, elle me demande de la donner quelque chose. Elle me donne son numéro, je fais 2 semaines, je n'ai pas ça. J'arrive, il dit que ce n'est pas encore sorti. Je dis pourquoi? Je vais aller voir votre chef. Elle dit non, qu'elle ne va pas m'indiquer. Et c'est là où j'ai tempêté. Et le chef qui est dans le bureau, oui. Il m'a reçu en aparté pour me calmer. Vous comprenez? Et puis, sans vous mentir, il y a des étudiants ou bien des chômeurs qui veulent passer un concours là, dans cette semaine. Oui. Et je demande au ministère en charge, tous ceux qui vont déposer leur dossier, qui sont nés à Lomé, et qui ne peuvent pas déposer leur casier judiciaire, il ne faut pas qu'on les prenne. Il ne faut pas qu'on les prenne en rigueur. Il faut prendre ces dossiers. Les gens crient là-bas, ils ne peuvent pas parler, ils sont frustrés. Hein? C'est pas bien. On ne gère pas un pays comme ça. Vous pensez que les frustrés sur la tête de nos amis, ce n'est pas seulement les partis politiques, mais c'est l'administration. Les gens ne veulent pas servir leurs concitoyens. Hein? Mais pour les pièces, il faut qu'on travaille 24 heures sur 24 heures et c'est suffisant pour libérer les gens. Jusqu'à un temps donné, vous allez voir que ça serait fluide là. D'accord, très bien. Monsieur Kolani, merci de nous avoir appelé, d'avoir pu apporter votre contribution. Il y a un auditeur au bout du fil, on va le prendre, ils sont quand même prioritaires. Allô, bonjour. Bonjour, c'est Eric Gator. Comment allez-vous, Kanidek? Ça va bien. Nous vous écoutons. Moi, c'est ce qui se passe à Sokoré, c'est ça qui m'intéresse. D'accord, allez-y. Bon, et selon les médias, on dit que le siège de PNP a été vandalisé. Après tout, c'est le siège de UNI qui a été incendié. Et maintenant, qu'est-ce qu'on constate? C'est l'armée qui a intercédé pour aller aux représailles ici et sur les populations. Bon, la question que je me suis posée, est-ce que c'est la meilleure façon? Non, normalement, l'armée doit procéder à une enquête pour pouvoir déceler les gens. Bon, l'armée intervient maintenant pour bâtonner tout ce qui est sur son passage. Mais c'est le moment pour moi d'interpeller le général Jacques Damran. Hein. S'il y a un problème, il faut aller d'abord chercher de quoi il s'agit avant d'aller faire quoi que ce soit. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, Kaïdek. Merci de nous avoir appelés. Il y a un auditeur qui nous dit, hier, dans mon quartier, non loin du marché à Goyassié, les soldats sont venus interrompre une réunion du PNP par des gaz lacrymogènes et des courses-poursuites. Je me demande si maintenant, dans notre constitution, il n'y a plus la liberté de réunion ou bien si nous sommes revenus dans une ère de parti unique qu'on nous fasse comprendre, savoir, en tout cas, dit l'auditeur. Allô? Bonjour, monsieur Ricard. Bonjour, mon cher grand citoyen d'État. Comment allez-vous? C'est Félix. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Félix. Félix, très bien. Nous vous écoutons. Oui. Concernant le problème qui se passe à Sokoré, oui. Je ne comprends pas. Gouverner, c'est prévoir. C'était la même situation en 2012. Quand on a incendié le marché de Kara, on disait que ça ne peut plus se passer. Le jour suivant, c'est à Lomé on a constaté. Les autorités doivent savoir que ce qui s'est passé à Sokoré au siège de PNP, ils doivent avoir une réplique. C'est difficile à comprendre, mais c'est la vie.
D'accord. Qui veut diriger le pouvoir avec toutes les forces, ils sont assez libres. Mais je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous avez une fois eu connaissance de certificat médical du votre président, M. Faure Gnassingbé? Non. À ma connaissance, moi, je ne l'ai jamais eu. Parce que pour un président normal, tout ça ne peut pas se passer dans son pays et garder le silence. Même si vous avez des émissaires ou bien des porte-paroles, exprimez-vous vous-même. Vous parlez, vous n'êtes pas un muet, vous n'êtes pas aveugle, vous n'êtes pas sourd, vous regardez, vous écoutez, exprimez-vous. D'accord, très bien. Mais c'est très difficile pour moi, sincèrement, d'être togolais en ce moment. Très bien. Merci beaucoup, merci de nous avoir contactés. Il y a un auditeur qui nous dit, au Togo, on a eu une mauvaise foi au niveau de notre administration. Par exemple, dans la ville de Corbeil-Essonne, de Serge Dassault en France, toute naissance, mariage et décès de la ville sont mentionnés dans le magazine mensuel de la ville. À Évry, en France, par exemple, il y a un bureau de la mairie à l'hôpital et tu as la copie intégrale de l'enfant à la sortie 3 jours plus tard et une demande de fête juste sur le site de la mairie de naissance. Moi, je le fais depuis Lomé par Internet. C'est manque de volonté, dit l'auditeur. Le dernier auditeur, il est parti sur la question, oh là là, le cadre, ça revient. Et il y a un auditeur qui nous dit, dans mon village, Corvier, les cadres sont inféodés à unir. C'est ce que lui, il nous dit. Et, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, la journée. Raoul. Raoul? Oui. Nous vous écoutons, Raoul. Ce qui se passe à Sokodé, de sources sur les autorités de Sokodé, de Tchaoudjof, surtout les autorités de l'UNIR, ils sont allés pour enterrer les fétiches de 4 points. Non, mais monsieur Raoul, oui. Ce dont vous parlez, nous on peut pas vérifier et prouver ça. C'est de sources sûres que je vous dis. Bon, quelle est votre source qui est sûre là? Est-ce que vous pouvez me dire ça? Parce que il y a les gens sur le terrain qui ont vu tout. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez autre chose à dire, Raoul, à part ça? Ah, il est parti, heureusement. Très bien. Bah, écoutez, on ne prendra plus de coups de fil. Alors, cet auditeur de nous dire, vous ne voulez pas qu'on parle du chaos, mais le RPT UNIR veut vraisemblablement nous y conduire. Je suis désolé, mais là c'est la réalité. Le siège du PNP a été vandalisé. Il n'y a pas eu quelque chose. Le siège de UNIR est incendié et toute l'artillerie est mobilisée pour réprimer les populations. 2 poids, 2 mesures, nous dit l'auditeur. Et puis un autre de nous dire, l'analyse pour moi est simple. Le problème de Sokodé est un acte bien prémédité. Ils ont cru qu'en vandalisant le siège du PNP, la population devrait réagir. Mais c'est ce silence qui a plutôt poussé les investigateurs à aller loin pour bastonner. Un dernier message de cet auditeur qui nous dit, alors pourquoi les soldats n'avaient-ils pas bastonné les gens qui ont badigeonné le siège du PNP? C'est parce que ils sont reconnus en UNIR qu'ils se mettent à battre les Kotokoli. En tout cas, c'est ce que l'auditeur dit. Et on va faire donc un dernier tour de temps avant de rendre l'antenne. Jacques Diakouti, le recensement, lui, c'est fini. Il se passe quoi maintenant là? Bon, la CENI est en train de compiler ce qu'on a appris. Je crois qu'on attend. Mais je crois que pour Sokodé, moi je réitère pour une fois encore, si il doit avoir l'appel à Camille à Sokodé, ça dépend des populations. C'est-à-dire, Gérard n'aime pas qu'on utilise le mot cadre. Il y a un auditeur qui nous propose même de dire à la place du mot cadre, grand citoyen d'État. Ou pas, peut-être que les ressortissants, hein, les ressortissants du milieu, il est important qu'ils prennent le devant. Parce que ce qui se passe, s'il doit avoir la paix, c'est eux. Parce que ce à quoi nous sommes en train d'assister aujourd'hui, directement, ils sont concernés. Parce que je ne peux pas admettre qu'on puisse vandaliser le siège du PNP. Je crois que c'était un samedi, je crois. Non, c'est jeudi. Jeudi, voilà. Et que le lendemain, on puisse incendier le siège de UNIR. Donc, il y a un problème. Il y a un problème entre les personnes là-bas. Donc, je crois que si solution doit avoir, donc il faut que
ces personnes-là se retrouvent et qu'ils puissent laisser effectivement cette manipulation de côté et laisser vivre en paix les populations de ce côté. Très bien. Gérard Rouissan. Oui, mais quoi dire? Moi, je suis tenté d'être d'accord avec le dernier auditeur. On riait, mais quand il dit qu'on a enterré des choses aux quatre coins, vous savez, c'est des pratiques qui sont réelles en Afrique. Hein. Le BAS, comme on dit. En politique, le BAS est une réalité ici chez nous en Afrique. Regardez un peu ce qui se passe dans les états-majors des différents partis. Quand il y a l'élection qui approche, mais les gens font venir des féticheurs, de grands féticheurs qui enterrent des trucs par-ci, par-là. On a beau rire, mais c'est une réalité. Pour le faire, on ne va pas bastonner les gens avant de le faire. Ça dépend de la cérémonie que les vaudous veulent. Si après avoir intérêt, on réclame une bastonnade générale, pourquoi ne pas le faire? Non, mais c'est pour dire que c'est une réalité en Afrique quand même que les gens, ça donne à ces gens de choses. Est-ce que ça vaut sa pesant d'or? Ça a des effets? Ça, c'est une autre question. Mais c'est une réalité, on le fait. D'accord, très bien. Sylvestre? Non, en fait, moi, je voulais rassurer Jacques à ce côté, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème à ce côté. Le problème, c'est ceux qui ont quand même fait croire aux Togolais qu'il y a 2 militaires qui ont été égorgés sans jamais apporter la preuve. C'est ceux qui sont là, qui dirigent la ville et que des gens sont venus notamment repeindre le siège d'un parti légalement constitué. Il n'y a personne pour les arrêter. Et là, quelques jours après, les mêmes sont là. Et puis, on a incendié le siège du parti au pouvoir. Et même, figurez-vous, le secrétaire général du Parti uni dit que c'est un incendie d'origine criminelle. Mais je me demande s'il est le procureur de la République. Est-ce qu'il a mené des enquêtes? C'est trop facile de dire que c'est d'origine criminelle. Est-ce qu'il était là? S'il était là, pour le dire, il faudrait quand même qu'on procède à des enquêtes. Alors, est-ce qu'il est le procureur de la République? Vous voulez dire qu'ils savent ce qui s'est vraiment passé? Eh bien, s'il dit que c'est d'origine criminelle, il faudrait quand même qu'il apporte la preuve. Parce que pour dire que c'est d'origine criminelle, il faudrait qu'on fasse des investigations. Et là, qui doit le faire normalement? C'est le procureur de la République, c'est la justice. Mais lui, en tant que secrétaire, dit que c'est d'origine criminelle. Donc on peut l'interroger. Mais sur les preuves. Il doit apporter les preuves. Pourquoi il dit que c'est criminel? Alors, il y a un auditeur qui nous dit que tout ceci démontre la désunion qui existe entre les cadres de Sokode. En tout cas, voilà, il dit que Jacques a raison. Et l'homme? Bon, deux choses. D'abord, je rejoins Jacques par rapport au problème de personnes qui a Sokode. Vous savez, c'est pas tout qu'on peut dire sur les antennes. Les gens se connaissent. Et ceux qui ne se parlent pas se connaissent. Ceux qui ont des bisbilles entre eux et qui cultivent la méfiance vis-à-vis de leur prochain, ils se connaissent. Il faut que les gens s'asseyent pour se parler, pour se dire les 4 vérités, afin de pouvoir permettre aux populations... On nous a dit il n'y a pas longtemps que le chef de l'État a réglé ce problème. Oh non, Eric, il faut laisser ça. Eric, il faut laisser ça. Les gens, c'est pourquoi on dit les gens se connaissent. Fornia Simbe a prêché dans le désert. Non, les gens... C'est ce qui se passe quand il n'y a pas un état de droit. Quand il y a un état de droit, on n'a pas besoin du chef de l'État pour intervenir sur quand vous repeignez le siège d'un parti, vous avez beau être cadre, vous allez tout droit en prison, un point c'est tout. La loi doit être valable pour tout le monde, on n'a pas besoin de chef d'État pour ça. Maintenant, sur le deuxième point, c'est par rapport aux documents administratifs. Je pense que ça aussi, ça permet de pouvoir avoir un bon fichier électoral. Quand quelqu'un meurt, par exemple, ou décède, il faut qu'on puisse avoir un système qui puisse signaler ça en même temps dans un fichier propre pour que demain, lors de la révision, on ne puisse pas avoir des problèmes. Je pense que ça fait partie des recommandations de l'OIF récemment avec le général Sangaré. On ne prend même pas de certificat de décès. Hein. Oui, et puis là, on se retrouve toujours dans le fichier électoral. Et les naissances aussi. Que si, par exemple, un enfant, enfin, quelqu'un qui a 18 ans aujourd'hui, il faut que automatiquement, ça puisse être signalé dans la base pour qu'on dise que oui, aujourd'hui, telle personne a 18 ans. Quand Facebook nous signale nos actes de naissance. Voilà, mais d'anniversaire. Mais si les personnes n'ont même pas d'acte de naissance, comment voulez-vous qu'on puisse aller vers l'informatisation? Alors, pour finir, cet auditeur de nous dire, notre administration publique nous pose de problèmes. Nos enfants vont à l'examen du BEPC, bien sûr. Et nous avons besoin de l'attestation du CPD à l'inspection Lomé Sud dirigée par Mme Achole Tilalo. C'est la croix et la bannière. On nous demande de venir le récupérer un mois après. Et c'est chaque année qu'on fait ça là-bas. Écoutez, messieurs, merci beaucoup. Et l'homme à Tissogwe, la nouvelle tribune, Sylvestre Béni, la manchette, Gérard Ouestan Africa et Jacques Diakouti, notre éditorialiste. Merci à Diap Procès qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi, c'est Henri Gator. À demain. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.